Ok, donc là on va attaquer la partie biologie moléculaire, donc ça vous l'avez déjà commencé en cours il me semble, avec le professeur Sturz. Donc du coup la séance de demain ce sera pareil sur le cours du professeur Sturz. Du coup on va commencer par tout ce qui est ADN et ARN avec les acides nucléiques. Donc du coup les ARN et les ADN c'est des chaînes d'acides nucléiques qui sont en fait des polymères qui vont être constitués de plusieurs éléments. Les éléments de base en fait, donc c'est ce qu'on appelle les nucléotides. Et il faut savoir qu'il existe deux types de chaînes. Donc pour l'ARN, c'est un acide ribonucléique et l'ADN, c'est un acide désoxyribonucléique. Du coup, les nucléotides, donc faites bien attention parce qu'on va devoir différencier les nucléotides des nucléosides. Du coup, les nucléotides, c'est des molécules qui vont être composées de une base ici, un sucre qui est un pentose et d'un groupement phosphate. Voilà, alors que les nucléosides, comme vous le voyez sur le schéma, c'est des composés ils vont être constitués en fait seulement du sucre et de la base, et pas du groupement phosphate. Donc c'est très important de bien différencier les deux. En plus, bon, vu qu'ils ont un nom assez proche, c'est facile de faire des pièges dessus. Et il faut aussi savoir que pour l'ARN, le sucre c'est un ribose. Et pour l'ADN, le sucre c'est un 2'-désoxyribose. Donc pour retenir ça, dites-vous que dans ARN, il y a un R qui est d'ailleurs le R du ribose. Et dans l'ADN, il y a le D qui est le D de désoxyribose. Voilà, donc voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper si jamais vous avez un doute. Et du coup, concernant les bases de l'ADN, alors pardon, du coup, donc on vous a fait un petit tableau, pardon. Et il faut savoir que les molécules, il faut les connaître par cœur, hein. Donc après, c'est quand même mieux que par rapport au cours du professeur Liagre. C'est-à-dire que bon, il y aura beaucoup moins de molécules à apprendre, vous en faites pas, mais ces quatre-là, c'est vraiment très important de les retenir. Du coup, toutes les bases, donc les deux bases là qui ont deux cycles, c'est ce qu'on appelle les bases purines. Donc on a l'adénine ici avec plutôt un groupement amine ici qu'on peut notamment voir, et le groupement et la base guanine avec du coup une cétone ici, un amine ici, voilà. Et du coup les bases qui vont avoir seulement un cycle, on va les appeler les pyrimidines. Du coup on va avoir la cytosine et la thymine pour l'ADN. Et attention, pour l'ARN, on a l'uracile qui se rajoute à la place de la thymine. Il faut faire très attention à ça. Parce que du coup, la thymine, elle n'existe pas dans l'ARN et à chaque fois, elle sera remplacée par un U. Du coup, quand vous avez une chaîne, par exemple A, T, C, G, par exemple, et ben, le T, il va être remplacé par U. Vous aurez A, U, C, G. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici lors du phénomène de transcription? Voilà, donc là, la transcription, vous la verrez à la fin avec Sarah. C'est ce qui permet en fait de passer voilà, de l'ARN à l'ADN. Et ben, du coup, les bases T vont être remplacées par les bases U, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, concernant les caractéristiques et nomenclature des bases, il faut savoir que du coup, ces bases-là, ce sont des hétérocycles azotés, puisque, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'atomes d'azote dans les cycles. Hop, donc c'est pour ça qu'on dit des hétérocycles azotés. Et ce sont aussi des molécules qui vont être planes avec de nombreuses doubles liaisons ou des liaisons conjuguées, ce qui donne en fait des propriétés plutôt d'absorbance à certaines longueurs d'onde. Voilà, donc ça c'est vraiment que de la partie cours, hein, c'est un petit peu chiant et tout, mais vous en faites pas, à force ça vient tout seul. Et du coup le groupement phosphate des nucléotides, du coup, je vous rappelle qu'il n'y a pas de groupement phosphate dans les nucléosides, il faut savoir qu'il peut être mono, di ou trisubstitué, c'est-à-dire que vous allez avoir un, deux ou trois phosphores dans le groupement. Et ça, par contre, il n'y a pas de différence entre l'ADN et l'ARN. Ça peut être le cas ils peuvent être mono, di ou trisubstitués dans les deux cas. Voilà, et ça aura un impact dans la nomenclature que je vais vous présenter juste après. Et du coup, là ici, que vous connaissez, un nucléotide que vous connaissez très très bien, c'est l'ATP, avec du coup l'adénosine. Donc l'adénosine, c'est toute cette partie-là. Donc là, vous reconnaissez le sucre, le pentose. Ici, la base A, adénine. Donc du coup, les deux, ça donne un adénosine. Et ici, donc vous comptez 1, 2, 3 phosphores. Donc vous pouvez dire que vous avez un groupement triphosphate. Donc trisubstitué. Donc ici, c'est d'où le nom de l'ATP, en fait, adénosine triphosphate. Voilà, donc du coup, je vous ai mis les petits cercles. Voilà, et là, si on enlève ce groupement, on obtient l'adénosine monophosphate AMP, que vous avez aussi vu un peu au premier semestre en UE2, par exemple, je pense. Je me souviens plus trop, mais
Voilà, enfin, si vous l'avez pas vu, en tout cas, vous allez le voir. Ok, et du coup, donc là, pour la nomenclature, donc là, on vous a fait carrément un petit tableau. Avec, du coup, pour la base A, du coup, donc on dit que c'est un adénine. Au niveau du nucléoside, donc si on met donc un nucléoside, je vous rappelle, c'est base plus le sucre, on va appeler ça un adénosine. Et du coup, dans l'ARN, on va avoir 3 différents cas, donc selon le nombre de substitutions de groupements phosphates. Ça peut être adénosine monophosphate, diphosphate ou triphosphate, voilà. Et par contre, pour l'ADN, c'est très important de rajouter le désoxy. Donc ici, désoxy-adénosine, monophosphate, diphosphate, triphosphate. Faites bien attention, quand il y a ADN dans la nomenclature, il faut surtout pas oublier de mettre le désoxy. C'est très important. Et du coup, bon, après, je vous ai expliqué pour le A, mais pour le G, pour le C, c'est la même chose. Et pour le U, donc je vous rappelle que le U, il est seulement présent dans l'ARN. Hein. Du coup, le nucléoside, ça va être l'uridine. Et donc, du coup, le nucléotide, ça va être l'uridine monophosphate, diphosphate ou triphosphate. Et pour la thymine, donc là, je vous rappelle aussi que c'est seulement présent dans l'ADN. On va dire désoxythymidine, attention, ici, de bien penser au désoxy. Donc pour les nucléosides, c'est pareil. Hein. Si votre adénine elle est présente dans l'ADN, vous allez dire désoxyadénosine. Voilà. Donc ici, voilà, donc vous avez forcément désoxythymidine. Thymidine tout seul, ça n'existe pas. C'est désoxythymidine. Et du coup, pour le nucléotide, ça va être désoxythymidine, monophosphate, diphosphate, triphosphate. Voilà. Voilà, donc vraiment tout ça, c'est... Enfin, vous le reverrez tranquillement chez vous et tout. Enfin, c'est pas très difficile à retenir. Vous allez voir à force de... Dès que vous aurez compris le principe... ça ira, parce que là ça fait un peu peur comme ça, un tableau comme ça, mais bon, vous en faites pas. Et du coup pour l'ADN, voilà, c'est ce que je vous ai dit, et c'est très important, on l'a mis en bas, il suffit de rajouter le préfixe désoxy à chaque fois devant le nucléotide. Et du coup, oui, quand vous l'écrivez comme ça en ATP, ADP, tout ça, vous mettez un petit D devant pour représenter le désoxy. Ok, donc maintenant on va regarder un peu la structure de l'ADN. Donc déjà l'ADN c'est une molécule donc il faut savoir que c'est très résistant au phénomène de dégradation. Hein. Le génome humain haploïde, ça c'est une phrase qui tombe souvent, le professeur Sturz l'aime beaucoup, donc il faut vraiment la retenir. Donc le génome haploïde est un ensemble de molécules d'ADN long de 3,2 x 10 puissance 9 paires de bases. Donc faites attention au mot paire et pas, enfin c'est pas seulement base, c'est paire de bases. Et du coup, l'ADN, c'est aussi une molécule qui est bicaténaire, faite de 2 chaînes d'ADN monocaténaires. Donc en fait, cette notion de bicaténaire ou monocaténaire, dites-vous que quand vous avez qu'un seul brin d'ADN, c'est monocaténaire, et quand vous avez les 2 brins qui sont liés l'un à l'autre, et ben, vous dites que c'est une molécule bicaténaire. Alors du coup, les chaînes, donc les 2 chaînes d'un ADN bicaténaire, hein, je vous rappelle que c'est vraiment... l'ADN, c'est une molécule qui est... Enfin, c'est 2 brins qui sont reliés l'un à l'autre en hélice. Il faut savoir que ces 2 chaînes, elles vont être orientées par convention dans un sens 5', 3', donc on commence par l'extrémité 5', et on va vers la 3', et sont dites antiparallèles, c'est-à-dire, alors je crois qu'il y a un schéma après qui vous montrera bien ce que ça veut dire, donc je vais revenir sur le terme d'antiparallèle juste après, ce sera plus clair pour vous. Et du coup, l'ADN, il est enroulé selon un axe à la manière d'un colimaçon, donc comme les escaliers là qui tournent là, je pense que vous avez tous cette image en tête. Et le pas de l'hélicoïde est dit vers la droite. Alors, pour les propriétés de l'ADN, il faut savoir que les nucléotides des 2 brins opposés sont liés par des liaisons qui sont non covalentes. Et en vrai, ce sont des liaisons hydrogènes, donc des liaisons non covalentes. Et ça, c'est très important à retenir aussi. Les bases thymine et adénine, donc A et T, elles sont reliées par 2 liaisons hydrogènes. Et les bases guanine et cytosine par 3 liaisons hydrogènes. Faites attention, un A sera toujours lié à un T ou un U, si c'est de l'ARN, et le C sera toujours lié à un G. Ça, c'est très important, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment écrit, mais je vous le rappelle quand même. Voilà, donc là, on vous a un peu dessiné concrètement ce que c'est. Voilà, donc vous avez une guanine ici, une cytosine ici, et là, vous voyez qu'il y a 3 liaisons non covalentes hydrogènes, et ici, il y en a 2. Ah voilà, donc là c'est là que je vais bien pouvoir vous montrer. Donc la structure secondaire de l'ADN, la double hélice. Hop, donc là vous voyez que le G est toujours lié à un C, le A toujours à un T ou un U si c'est de l'ARN. Et l'histoire des chaînes antiparallèles dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, vous le voyez ici. C'est-à-dire que la première chaîne ici, elle est orientée dans le sens 5', 3', donc ici de haut vers le bas. Par contre, la deuxième chaîne, vous voyez que le 5' il est en bas et le 3' il est en haut. Donc en fait, voilà, c'est inversé entre les 2 chaînes. Donc c'est ça que ça veut dire antiparallèle.
Voilà, donc là vous voyez, on a représenté 3 liaisons pour les GC et pour les AT, on a mis 2 liaisons. Ok, donc ça c'est un petit schéma qui résume un peu tout, ça permet de bien visualiser la chose. Maintenant on va passer un peu aux propriétés physico-chimiques de l'ADN, donc une partie pas hyper drôle non plus. Alors du coup l'ADN bicaténaire, il a un spectre d'absorption UV maximal à 260 nanomètres, donc ça c'est à savoir aussi. L'ADN monocaténaire par contre, donc il y a juste une petite différence, donc il a aussi un spectre d'absorption à 260 nanomètres, mais par contre celui-ci il va être 1,4 fois plus fort que celui de l'ADN bicaténaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un pic beaucoup plus haut et beaucoup plus aigu que pour l'ADN bicaténaire. Voilà, bon là on vous a mis une petite explication physique là à ce phénomène-là. Donc on vous dit que c'est probablement dû à une plus grande exposition des bases aux rayons UV et à une modification de la répartition électronique. Bon, c'est pas très important quoi. Et du coup, la mesure de l'absorption de l'ADN à 260 nanomètres permet du coup, donc je vous rappelle que 260 nanomètres, c'est là où l'ADN va être absorbé au niveau maximal. Ça va permettre de détecter s'il y a de l'ADN dans votre échantillon, de mesurer cette quantité d'ADN et de mesurer sa pureté aussi, donc c'est-à-dire est-ce que votre échantillon il est uniquement composé de ça ou est-ce qu'il y a pas mal de protéines avec, etc. Et ça va vous permettre aussi de détecter une ou plusieurs séquences d'ADN lors de la dénaturation. Donc la dénaturation, je vais vous expliquer ce que c'est. Je crois pas qu'on le dise vraiment là, donc je vais juste vous l'expliquer maintenant du coup. Donc la dénaturation, c'est quand vous séparez les 2 brins d'ADN. En gros, donc quand vous passez d'un ADN bicaténaire à un ADN monocaténaire. C'est ça qu'on appelle la dénaturation. Hop. Alors la pureté d'extraction, donc les protéines ont une absorption maximale à 280 nanomètres, voilà, donc retenez ADN c'est 260 nanomètres que ce soit monocaténaire ou bicaténaire, et par contre les protéines ça va être à 280 nanomètres le spectre maximal. Et lors de l'extraction de cet ADN des cellules eucaryotes, le rapport donc absorbance à 260 nanomètres sur absorbance à 280 nanomètres, il faut qu'il soit supérieur à 1,8 pour qu'on puisse conclure à une bonne pureté d'ADN par rapport aux protéines dans votre échantillon. Donc tout ça c'est un peu flou et tout, mais vous allez voir avec l'exercice qu'il y a juste après, ça va devenir un peu plus clair et très redondant dans le semestre, donc vous en faites pas, ça va bien se passer. Ok, donc du coup au niveau de la thermodynamique de l'ADN, donc l'ADN bicaténaire est une molécule qui est très stable, donc elle ne se dénature pas facilement. Donc là oui voilà, on vous l'a mis entre parenthèses, c'est que c'est voilà, dénaturation, c'est passage de bicaténaire à monocaténaire. Et du coup, cette dénaturation n'est possible que si l'on parvient à rompre toutes les liaisons hydrogènes en même temps. En fait, dites-vous que cette molécule d'ADN, c'est quelque chose... la liaison entre les 2 brins est très forte, avec énormément de liaisons hydrogènes. Du coup, pour réussir à casser cette molécule, c'est pas facile. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément devoir les rompre en même temps, ces liaisons, et pour ça il va falloir qu'on chauffe cet ADN à 98 degrés pendant 30 secondes, donc c'est quand même pas mal. Et du coup les régions riches en G plus C sont beaucoup plus stables que les régions riches en A plus T, donc ça c'est logique. Dites-vous que comme les liaisons entre les G et les C sont constituées de 3 liaisons hydrogènes, forcément ça va les rendre plus stables que les liaisons entre A et T, puisque celles-ci ne sont faites que de 2 liaisons hydrogènes. Donc comme il y a une liaison hydrogène en plus pour G et C, forcément ça rend ces liaisons, la liaison de ces deux nucléotides beaucoup plus stable. Voilà, j'espère que c'est clair. Du coup, la température de fusion, donc ça c'est la température de fusion, ici c'est la température de dénaturation, c'est la même chose, c'est synonyme. Donc on l'appelle TM, et cette dénaturation, tu peux me passer juste le poulie après s'il te plaît. TM est fonction du contenu en G plus C de la séquence d'ADN considérée. Pour un segment court de n bases, la TM est estimée et donc de cette formule. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse que à G plus C ? Eh bien parce que forcément la liaison entre les nucléotides A et T va se casser, va être beaucoup moins difficile à casser, et c'est vraiment, elles seront forcément cassées si les liaisons G plus C sont cassées en fait, tout simplement. Hop, et du coup, TM, il faut aussi savoir que c'est la température à laquelle est obtenue la dénaturation de 50% d'une quantité d'ADN. On l'a pas écrit là, mais je vous le dis quand même. Et du coup, la formule donc à connaître par cœur, c'est vrai que comme ça, elle est un peu imbuvable, mais à force de l'appliquer, vous allez la retenir. Donc cette température, c'est 69,4 plus 41 fois alors le nombre de C plus le nombre de G de votre séquence, moins 16,4 sur le nombre de bases total de votre séquence.
Voilà, donc me demandez pas pourquoi on a ces chiffres-là, je ne saurais pas vous répondre, mais voilà, c'est comme ça, faut retenir. Et du coup, donc on va vous laisser un peu de temps pour faire l'exercice 1. Donc du coup, là, comme c'est le live YouTube, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est mettre sur pause, puisqu'on va directement corriger comme ça. Voilà, donc mettez sur pause pour faire l'exercice, et je passe à la correction. Du coup, pour la question 1, on vous demande de calculer la température de fusion de chacune des 3 séquences nucléotidiques que l'on vous a données. Donc on utilise la formule dont je vous ai parlé précédemment à retenir par cœur. Voilà, donc pour la séquence CO, TM, vous trouvez du coup 69,4 plus 41 fois du coup 13, on compte 13 C plus G, moins 16,4 sur le nombre de bases. Alors juste une petite astuce un peu bête dit comme ça, mais ne comptez pas d'abord les C, puis après les G, enfin vous allez perdre du temps, comptez directement les C et les G en même temps. Enfin moi personnellement quand j'étais primante, je m'amusais à compter d'abord les C, puis après je me relançais dans la séquence à compter les G, et du coup je perdais du temps, il suffit juste de compter les deux en même temps. Enfin voilà, c'est une petite astuce un peu bête, mais en vrai ça vous fait quand même gagner un peu de temps. Et du coup, sur le nombre total de bases, donc on comptait 20 bases, hop, moins 16,4, et du coup, vous trouvez une température. Donc cette température est de 62,43 degrés Celsius. Pour la séquence RO, la température, donc pareil, vous calculez avec le 69,4 plus 41, nanana, vous trouvez 9 CG et en tout toujours 20 bases. Alors quand vous avez souvent le même nombre de bases, pensez quand même à bien toutes les recompter entre vos séquences, parce qu'il se peut qu'il y ait une séquence qui ait 19 bases par exemple, et ce serait bête de trouver un résultat faux parce qu'on se dit que toutes les séquences ont le même nombre de bases alors que c'est pas vrai. Voilà, bon, voilà, c'est un peu bête. Et du coup, pour la séquence RO, vous trouvez 54,23 degrés. Et pour la séquence NA, vous trouvez, avec le même principe, 48,08 degrés. Ok. Et du coup, on vous demande après de déterminer la température de fusion des séquences présentes dans les 3 tubes. Alors, pour ça, du coup, vous avez une petite formule. Donc, l'absorbance à la température de fusion va être égale à l'absorbance à la température la plus faible plus l'absorbance à la température la plus forte sur 2. Voilà. Donc, enfin, oui, cette formule, elle n'est pas vraiment dans le cours, mais en gros, c'est celle que vous allez utiliser à chaque fois. Enfin, après, c'est une formule assez logique en soi, mais on préfère quand même vous la donner, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus... Ça vous évite de chercher... de perdre du temps avec un raisonnement si vous avez déjà une formule de disponible, sur 2 du coup. Et du coup, pour le tube A, ici, vous trouvez 0,21 plus 0,316 sur 2, et donc 0,263, soit une température de fusion de 54 degrés. Alors du coup, ça, vous le trouvez où? Vous le trouvez normalement dans un petit tableau que vous avez au début. Voilà, donc c'est ça. Donc du coup, pour le tube A ici, vous faites la température la plus forte, donc ici à 67 degrés, vous avez 0,316. Voilà, donc plus 0,21, la température la plus faible, et vous divisez le tout par 2. C'est de là qu'ils sortent mes chiffres. Hein. Voilà. Hop, on avance. Ouais, voilà, c'est bien ça. Donc vous additionnez les deux extrémités du tableau là, de votre tube, et puis hop, vous divisez par 2, et vous trouvez 0,263. Et de 0,263, on va regarder dans le tableau. 0,263, vous trouvez, c'est ici, c'est au niveau de 54 degrés. Donc vous pouvez dire que le tube A, ça correspond à 54 degrés Celsius. Ah, c'est pas bien pratique comment on vous l'a fait là. Voilà, donc température de fusion de 54 degrés. Ok, ensuite le tube B, du coup, vous faites pareil, vous regardez les deux extrémités de votre tableau, et donc vous avez 0,16 et 0,3. Et du coup, vous trouvez 0,230, quand vous faites sur 2, quand vous divisez votre résultat par 2, vous trouvez 0,23. Et du coup, ça vous donne une température de fusion de 62 degrés. Donc là, je vais vous le refaire dans le tableau. Pour le tube B, donc ici 0,3, hop, plus 0,16 ici. Je vais peut-être mettre le petit fluo là, pointeur laser. Ouais, voilà. Là, vous y verrez peut-être mieux, c'est peut-être plus agréable pour vous. Du coup, voilà, donc vous faites 0,16 ici, plus 0,3. Hop, vous divisez par 2 et vous trouvez, on a dit, je crois que c'est 5... Non, c'était pas ça. J'ai déjà oublié. Oups. Ouais, donc 0,23, donc ça correspond à 62 degrés, voilà, ici.
Et du coup, pour votre tube C, vous allez faire encore la même chose. Vous allez faire 0,28 ici, plus 0,48. Vous allez diviser par 2 et vous allez trouver du coup 0,38. Et du coup, ça correspond à une température de 48 degrés. Voilà, si jamais ça va pas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On vous réexpliquera. Et du coup, j'avais le tableau juste après, donc je me suis embêtée à revenir en arrière. Voilà, donc là on vous montre bien ici qu'à chaque fois, hop, ici vous trouvez ça, donc ça correspond à 54 degrés. Là, 0,23, ça correspond à 62 degrés. Et ici, 0,38, ça correspond à 48 degrés. Ok. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir associer, du coup, d'après la question, à chaque tube la séquence nucléotidique correspondante. Donc la séquence CO, donc on a calculé notre température de fusion, on avait trouvé que c'était 62,43. Et du coup, ça correspond à quoi? Ça va correspondre à notre tube B qui, lui, du coup, contient des séquences avec une température de fusion de 62 degrés. En fait, les résultats que vous obtenez aux deux premières questions, vous les associez et quand ça correspond, vous pouvez dire que la séquence, donc ici la séquence CO, en fait, correspond à la séquence du tube B. Voilà, tout simplement. Du coup, l'ADN, le NAA, voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Du coup, la séquence RO, elle possède une TM du coup de 54 degrés. Et vous voyez que, d'après vos résultats, le tube A il contient des séquences avec une TM qui est aussi de 54 degrés, donc vous pouvez en déduire que la séquence RO est présente dans le tube A. Et du coup, pareil pour la séquence NA, du coup, donc on trouve 48 degrés comme dans le tube C, donc on peut dire que la séquence NA correspond au tube C. Voilà. Et du coup, finalement, on va calculer la pureté de chaque échantillon et quels échantillons ont une pureté acceptable. Donc, je vous rappelle, d'après le cours, d'après ce que je vous ai dit avant, pour avoir une pureté acceptable, il faut que le rapport de l'absorbance à 260 nanomètres sur l'absorbance à 280 nanomètres soit supérieur à 1,8. Donc, je vous rappelle que la pureté, c'est la quantité d'ADN en fonction de la quantité de protéines. Et comment c'est représenté ici? Eh bien tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'absorbance à 260 nanomètres, c'est l'absorbance maximale que l'on trouve pour l'ADN, et l'absorbance à 280 nanomètres, c'est ce qu'on trouve pour les protéines. Voilà, donc ce rapport-là doit être supérieur à 1,8 pour qu'on ait assez d'ADN dans le tube et pour qu'on puisse dire que c'est un échantillon qui a une pureté acceptable. Du coup, pour le premier échantillon, hop, donc vous allez pouvoir dire que vous avez, donc là, le rapport qu'on vous donne ici, ça va donner 0,285 sur 0,157, et du coup, ça vous donne 1,81. Donc, ici, 1,81, c'est supérieur à 1,8, donc vous pouvez en déduire que la pureté est acceptable. Ensuite, pour le deuxième échantillon, vous trouvez 0,312 sur 0,21 qui est égal à 1,49. Là, comme c'est inférieur à 1,8, vous pouvez dire que vous n'avez pas une bonne pureté et que, du coup, vous ne l'acceptez pas. Et pour le troisième échantillon, vous avez 0,512 sur 0,270. Ça vous donne 1,9, c'est supérieur à votre seuil, donc vous pouvez dire que la pureté est acceptable, et donc seulement les échantillons 1 et 3 sont acceptables au niveau de la pureté. Voilà, et j'avais le petit tableau ici qu'on vous donnait, il s'affichait juste après. Voilà, donc vos données sont ici. Hop, voilà, et du coup, je vais vous laisser avec Juliette pour la suite. Voilà, bisous. Alors, maintenant on va passer du coup à la PCR. Donc la PCR, vous en entendez parler assez souvent en ce moment, je pense, avec tout ce qui est Covid, etc. En fait, c'est justement quand vous allez faire votre test avec le bâton dans le nez, après on fait une PCR. Donc le principe de la PCR, on va avoir des séquences spécifiques d'ADN qui vont être amplifiées, du coup par multiplication, grâce à des amorces. En fait, c'est des morceaux qu'on va venir coller, qui vont encadrer en fait cette séquence d'ADN à amplifier. Et du coup, grâce à une réaction de réplication de l'ADN par une polymérase thermo-insensible, donc la TAC polymérase, elle s'appelle, on va en gros amplifier cette partie d'ADN-là pour pouvoir mieux regarder, en fait, pour qu'il y ait plus de parties à regarder. Donc on va faire plusieurs cycles, entre 20 et 40. Donc les éléments essentiels, on a une to-do list. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Donc on va avoir de l'ADN bicaténaire à amplifier. Il faut faire attention, l'ADN il est bien bicaténaire. Vous avez souvent des questions de cours comme ça dessus, au partiel ou même dans l'école qu'on peut faire nous. C'est bien bicaténaire.
Des amorces. Donc les amorces, c'est des petits morceaux qu'on va venir coller en fait sur votre ADN bicaténaire et qui vont en fait pouvoir s'allonger pour répliquer cet ADN que vous avez. Du MgCl2. Donc l'attaque polymérase, c'est la polymérase qui va être thermo-insensible. Là, pareil, il faut faire attention, c'est insensible et non pas sensible parce qu'on va monter à des températures qui sont quand même très élevées. On va le voir après. Et si jamais elle était sensible, forcément, ça ne fonctionnerait pas. Elle serait inactive parce que la plupart, en fait, des polymérases comme ça, etc., elles sont inactives quand la température est trop élevée. Et il faut aussi des désoxynucléotides triphosphatés. Donc ça, pareil, il faut faire attention, c'est bien désoxynucléotides triphosphatés et pas didésoxy, parce que ça, c'est plus tard. Donc c'est le DATP, DCTP, DGTP et le DTTP. Donc un cycle de PCR. Donc on va avoir une étape 1, ça va être une dénaturation à 98 degrés pendant 30 secondes. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir des enzymes, etc., qui sont thermo-insensibles. Donc pendant 30 secondes, on va chauffer à 98 degrés. Donc on va passer d'un ADN bicaténaire à un ADN monocaténaire. En fait, ça va séparer les deux chaînes. Ensuite, à partir du moment où on a les deux chaînes qui sont séparées, en fait, il va falloir les répliquer pour avoir en fait deux brins à chaque fois. Donc on va passer de 1 à 2 brins, en gros. Donc là, il va falloir hybrider avec des amorces. Donc c'est quelque chose qu'on va venir coller en plus sur les brins que vous avez déjà pour en fait le répliquer. Donc on va hybrider des amorces, on va descendre entre 50 et 60 degrés pendant 30 secondes. Et ensuite, il va falloir allonger. Une fois qu'on a collé en fait ces amorces sur nos deux brins, il va falloir les allonger pour que ça puisse faire deux brins bicaténaires en fait. Donc il va falloir l'allonger par l'attaque polymérase à 78 degrés pendant 30 à 120 secondes. Là, il faut faire attention, il faut bien connaître les températures, les temps d'hybridation. Et pas que d'hybridation, du coup de dénaturation, etc. Et pourquoi on le fait? Parce que pareil, ça tombe souvent en QCM. Donc là, c'est le schéma qui est résumé. Donc on a la dénaturation à 98 degrés pendant 30 secondes. Ensuite, on descend. Donc c'est par rapport à la température ici. On descend à 55 degrés pour l'hybridation. En fait, on va remonter par palier. Il ne faut pas remonter d'un coup. En fait, parce que chaque partie, chaque température, en gros, a sa spécificité. Voilà. Et donc, ça dure un certain temps. L'efficacité, donc on va mesurer en fait l'efficacité d'une technique PCR par la capacité de celle-ci à multiplier le nombre de séquences de base lors d'un nombre défini de cycles. En gros, c'est pour voir si ça fonctionne bien, etc. Donc, l'amplification théorique du nombre de séquences, là, on va avoir une formule. C'est n qui va être égal à n0 fois 2 à la puissance n. Vous allez comprendre parce qu'il y a des n partout là. Donc, par contre, dans la réalité, l'efficacité d'une technique, elle n'est jamais égale à l'efficacité théorique. Vous savez, il y a toujours la théorie et la pratique, là c'est complètement différent. Donc bien souvent, on a une efficacité réelle qui va être inférieure à 2. Pour qu'une technique de PCR soit considérée comme bonne, il faut qu'en fait cette efficacité réelle elle soit supérieure à 1,8 sur 30 cycles environ. Donc du coup, on va avoir une deuxième formule. Généralement, on se sert de celle-là, du coup, avec l'efficacité réelle. Donc c'est n qui va être égal à n0 fois l'efficacité réelle à la puissance n. En fait, ça reprend ce qu'il y avait là, puisqu'on disait que l'efficacité réelle, elle était inférieure à 2. Vous aviez le 2 là. Et au final, on remplace juste par efficacité réelle. Donc n0, c'est le nombre initial de molécules d'ADN. Là, c'est l'efficacité réelle. Donc, en gros, il faut que ce soit supérieur à 1,8 pour que ce soit efficace. Et le petit n que vous avez là, c'est le nombre de cycles. Vous avez là, il y a 30 cycles, donc ce serait le nombre de cycles. Donc, les points importants. Il y a 4 éléments essentiels. C'est le choix des amorces. Donc, c'est les petits morceaux que vous allez coller sur vos brins que vous avez séparés. Le choix des températures et des différentes étapes. Donc, ça, c'est ce que je disais, il faut le respecter absolument. Et ensuite, la qualité, la quantité d'ADN, ainsi que la pureté de cet ADN. Donc là, vous avez l'exercice. Donc, c'est comme pour la première partie avec Lise. Là, vous pouvez mettre sur pause et relancer la vidéo après parce que je vais enchaîner directement sur la correction. Donc, c'est à peu près 15 minutes. Vous avez besoin de à peu près 15 minutes. Si jamais vous avez besoin de plus, vous mettez plus de temps et sinon, moyen. Et sinon, vous pouvez suivre comme vous voulez.
Donc, dans ce genre d'exercice, avec les PCR, les temps d'hybridation, etc., en fait, vous avez toujours, ou quasiment toujours, des séquences d'ADN que vous avez là. Donc, vous voyez bien que ça commence par le 5', ça va vers le 3'. Donc là, vous en avez 2. À chaque fois, vous voyez ici, ça a été séparé, en gros, les 3, parce que c'est toujours par 3 bases, quoi. Donc, le petit 1 a rappelé les différentes étapes d'une PCR. Donc, c'est ce que je disais au début. Il y a 3 étapes. Il y a la dénaturation de l'ADN à 98 degrés pendant 30 secondes. Vous avez l'hybridation des amorces à 55 degrés pendant 30 secondes. Ainsi que l'élongation du coup par l'attaque polymérase à 70 degrés pendant 30 à 120 secondes. Il faut déterminer les séquences complémentaires de l'ADN des 2 tuteurs. Donc, on fait un rappel. En gros, quand vous allez faire les bases complémentaires, etc., c'est justement avec des bases complémentaires. C'est-à-dire que là, vous avez un A, en dessous, vous avez marqué un T. Si jamais c'est un C, c'est un G. Et c'est toujours comme ça. Donc, vous aviez votre séquence d'ADN de Pento. Donc, vous avez par exemple ici ATC. Donc, en dessous du A, vous marquez le T. Vous avez un T, vous marquez un A, le C et vous marquez un G. Il faut faire attention, c'est de l'ADN ici et non pas de l'ARN. Donc du coup, c'est bien A et T. Il n'y a pas de U du tout ici. Et le brin complémentaire, en gros, quand vous avez le 5 ici, vous avez le 3 en dessous. Et donc, il suffit juste de remplacer. Ça, je pense que ça a dû plutôt bien se passer. Et pareil pour l'ADN de Silva, avec le GTC qui se transforme en CAG. Ensuite, on vous proposait des amorces. Les amorces, il y a plusieurs critères qui sont vraiment indispensables pour qu'elles soient utilisables. Il faut qu'elles soient complémentaires au brin d'ADN sur lequel elles doivent se fixer. En fait, c'est comme des Legos. Il faut que ça puisse s'emboîter. Et donc, pour s'emboîter, il faut que le A, il se mette avec le T, le C, il doit se mettre avec le G. Ça doit être antiparallèle, c'est-à-dire que, en gros, ça doit se croiser comme ça. Quand vous avez un 5, en gros, d'un côté, en dessous du 5, vous avez un 3. Le 5 ne peut pas se fixer sur un 5. Et ça doit débuter par son extrémité 5' parce que ça doit permettre l'élongation. Vous savez que c'est comme un espèce de train. Pour s'allonger, ça va du 5 vers le 3. Donc on comprend qu'une amorce peut se fixer du coup à la fois sur le brin d'ADN donné, mais aussi sur le brin complémentaire. Alors pour les amorces, moi j'avais une petite technique en gros pour éviter de toutes les tester, parce que là il n'y en a que 4, mais parfois on vous en donne 6. Donc c'est un peu long. Mais en gros je vais essayer. Voilà, on va le voir ici. En fait vous avez ici votre séquence d'ADN du jeune Pento. Donc là vous avez, c'est ce qu'il y avait au début, ça c'est ce que vous aviez dû réécrire. Et en gros là pour savoir, ici on ne le voit pas très bien parce que du coup ça n'a pas été mis dans le bon sens, mais les amorces utilisables, au lieu de toutes les tester, il suffisait de mettre, vous savez, là vous avez le 5. En gros il faut que ce soit complémentaire, donc je vais essayer de prendre un stylo, ce sera peut-être plus simple. Vous savez qu'il faut que ça commence par le 5, en gros votre amorce, donc vous pouvez en fait juste partir à partir du moment où vous avez le 3 là comme ça. Et donc là, vous pouvez remarquer. Donc là, ce serait un T. Ici, du coup, vu que c'est un G, ce serait un C. Là, ce serait un A. Je suis désolée, j'essaye d'écrire, mais c'est pas très beau. Là, vous avez un A. Suivi d'un C. Suivi d'un G. Et je crois qu'il y en a encore 3 autres. Donc encore un A. Un T. Et un G. Donc en fait, ça veut dire que pour cette séquence d'ADN là, votre amorce, ce sera ce que vous avez réécrit au-dessus. En fait, c'est ce qui a marqué juste là en dessous, quoi. Et que je me suis embêtée à réécrire, mais voilà. Donc en fait, l'amorce que vous allez devoir utiliser pour cette séquence-là, ce sera cette partie-là. Et en fait, il suffit juste du coup de regarder dans votre liste d'amorces et vous remarquez que c'est celle-là. Donc du coup, c'est ce qui a marqué là, l'amorce 2, elle est complémentaire et antiparallèle à la séquence d'ADN de Pento et elle débute par son extrémité 5'. Donc du coup, vous pouvez l'utiliser. Et donc ensuite, je vais reprendre mon petit stylet. Voilà. Au niveau de l'amorce 4, là c'est exactement pareil.
En fait, il suffisait de prendre à partir de ce côté ici, là, vous avez un 3. Donc, vous réécrivez. Enfin, là, du coup, c'est rien que j'écrive parce que c'est juste au-dessus. Et en fait, ce sera, vous allez pouvoir coller en dessous ce morceau-là, quoi. Et en fait, vous voyez que du coup, quand je disais que ça allait s'allonger, en fait, ça va s'allonger dans ce sens. Donc en fait, ça va réécrire. Vous allez avoir votre, du coup, tout ça là, ce sera un nouveau brin d'ADN. Hop. Et là, ce sera exactement la même chose en fait. En ayant la partie qui commence ici avec le 5' et en complétant, en allant dans ce sens, vous allez avoir le double de ce que vous aviez avant. Au début, vous aviez juste, du coup, ces deux parties-là qui ont été séparées par une première étape. Et après, vous allez fixer ces morceaux-là pour que ça puisse en fait refaire un brin d'ADN du coup bicaténaire. Et donc du coup, vous allez obtenir 2 brins d'ADN bicaténaires. Je sais pas si c'est hyper clair, mais bon voilà. Donc du coup, l'amorce 2 et l'amorce 4 pouvaient être utilisées. Et donc là, ça vous dit... ça c'est pour Pinto. Donc là, il faut faire exactement pareil. Et les amorces non utilisables, du coup, l'amorce 1, elle correspond à aucune extrémité des 2 brins d'ADN. Et l'amorce 3, il fallait faire attention, en fait, c'était pas antiparallèle. Il faut faire attention dans quel sens ça commence, vous voyez. L'amorce 3, ici, c'est exactement pareil que l'amorce 2, sauf que là, elle commence par un 5, ici, elle commence par un 3. Et en fait, le 3 ne peut pas se fixer sur le 3, comme vous voyez là. C'est le 3 qui se fixe au niveau du 5. Donc du coup, pour Sylva, là, c'est exactement pareil que juste avant. Ce qu'il faut faire, c'est que du coup, comme tout à l'heure, vous aviez vos 2 brins. Vous savez que vous avez besoin de quelque chose qui commence par le 5'. Donc hop, vous marquez 5'. Moi, je faisais toujours comme ça. Là où il y avait un 3, je marquais 5'. Donc vous commencez par faire vous avez votre brin d'ADN, vous réécrivez le brin d'ADN complémentaire. Et ensuite, du coup, vous avez vos 2 trucs comme il y a là. Là où il y a un 3', vous marquez 5' au-dessus. Et donc là, vous recopiez ce dont vous avez besoin. En soit recopier ou pas, parce que ce sera exactement pareil qu'en dessous. Et là, il faut faire exactement la même chose. Et donc du coup, de ce côté-ci, votre 5' là, en gros, c'est ce qu'il y avait marqué là. Donc vous aviez cette partie-là, ce sera une amorce que vous pouvez coller ici. Donc ce sera l'amorce 2. Et de ce côté-là, du coup, c'est ça. Et c'est cette partie-là, en gros, que vous pouvez mettre de l'autre côté pour ensuite le faire s'allonger. Donc l'amorce 2, c'est juste, c'est celle qu'on peut coller de ce côté. Et toutes les autres, elles n'étaient pas utilisables. Donc par exemple, l'amorce 1 n'était pas utilisable parce que le 5' se collait au niveau du 5', si jamais on voulait que ce soit complémentaire, sauf que le 5 ne veut pas se fixer sur le 5. Donc c'était pas antiparallèle. Donc ça ne peut pas se fixer. Et l'amorce 3, en fait, elle était pas antiparallèle non plus. Parce que le 5, du coup, se fixait au 5 si on voulait que ce soit complémentaire. Donc voilà. Et l'amorce 4, elle correspondait à aucune extrémité des 2 brins d'ADN. Donc là, c'est les formules de tout à l'heure, pour savoir si s'il y a une bonne efficacité, etc. Donc on va réaliser une PCR sur 30 cycles, c'est-à-dire qu'on va répéter 30 fois ce qu'on vient de faire juste au-dessus pour avoir une grande quantité d'ADN en fait, à observer. Donc pour Pinto, on a une efficacité réelle qui vaut 1,90. Et pour Sylva, on a une amplification N qui est égale à 32,5 10 puissance 6. Donc c'est pas la même donnée que vous avez à chaque fois, c'est pour essayer de vous faire manier un petit peu la formule dans tous les sens. Donc calculer l'amplification de l'ADN de Pinto, que peut-on dire de la valeur de l'efficacité réelle? Donc vous aviez cette formule-là, donc c'est celle-là qu'il faut utiliser avec l'efficacité réelle. Le N0, on met 1. On met quasiment toujours 1 d'ailleurs, sauf si jamais c'est spécifié. L'efficacité réelle, on avait quelque chose qui était de 1,90 ici, donc on marque 1,90. On fait 30 cycles, donc le N, le petit n là, c'est le nombre de cycles. Donc en fait, vous aviez juste ce calcul-là à faire. Ça donnait 2,3 10 puissance 8. On voit que le 2,3 10 puissance 8, c'est supérieur à 1,8. Et donc, on a une bonne efficacité. Et c'est ce qui est marqué en dessous. Du coup, quand on ne donne pas le N0, on lui donne la valeur 1. Et donc là, il fallait faire donc un peu l'inverse.
il fallait calculer la valeur de l'efficacité réelle de l'ADN de Silva. Donc vous aviez toujours la même formule, sauf que là, il fallait un petit peu le manipuler, etc. Donc comme ici, on a une multiplication, vous la passez en division, donc vous passez votre N0 de ce côté ici, donc vous divisez par N0, ça va donner l'efficacité réelle à la puissance N. Vous voulez enlever cet exposant-là, il suffit du coup de faire une racine carrée par l'exposant. Donc le petit n, c'est toujours 30 parce que c'était 30 cycles. Votre efficacité, c'était 32,5 10 puissance 6. Votre n, pardon, sur 1 parce que votre n0 ici, c'est 1. Et ça donnait 1,78. 1,78, c'est inférieur à 1,8, donc on a une mauvaise efficacité. Et donc du coup, voilà. Ça, c'est juste une petite phrase à la fin pour rigoler un peu. Et maintenant, je vous laisse avec Sarah pour la suite du cours. Salut tout le monde, du coup on va finir cette séance avec une partie de cours qui va vous expliquer comment on arrive à passer de l'ADN qu'on a vu à une protéine. Donc on a plusieurs étapes qui vont donc nous permettre de passer de l'ADN qui est donc, c'est les bases que vous savez, c'est-à-dire vous avez une séquence 5', 3' avec du AA, T, T, etc. pour arriver à une protéine qui est une séquence d'acides aminés. Et ces acides aminés, c'est valine, sérine, proline, etc. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs étapes qui sont premièrement la transcription. Donc la transcription, ça va vous permettre de passer d'un ADN à un ARN. Donc on a déjà défini les deux notions. Le but, c'est que l'ARN va servir d'intermédiaire pour pouvoir passer d'ADN à protéine. Il faut savoir donc que ce phénomène de transcription, il est beaucoup plus complexe chez les eucaryotes que les prokaryotes, puisque vous savez que les eucaryotes sont des espèces qui sont un petit peu plus évoluées dans la phylogénie, et donc tout ce qui est machinerie cellulaire, c'est beaucoup plus complexe que les prokaryotes. Donc, il existe 4 types d'ARN. Vous avez les ARN ribosomiques, qu'on appelle ARNR, qui vont participer à la formation des ribosomes. Vous avez les ARN de transfert, appelés ARNT, qui vont aider à la formation des protéines. Et donc, les plus importants, ceux qui vont le plus être abordés, c'est les ARN messagers, ARNM. Et en fait, c'est ceux qui vont coder pour les protéines. Donc nous, dans l'explication du passage d'ADN à protéines, c'est ceux qu'on va voir. Et enfin, les ARN non codants, qu'on ne connaît pas très bien, la fonction, elle n'est pas vraiment extrêmement bien élucidée, donc on ne nous mentionne pas de fonction. Donc voilà, la transcription, c'est le passage d'ADN à ARN. Pour ça, on a quelques éléments importants à comprendre, et c'est surtout du vocabulaire. Donc, on va définir un brin d'ADN matrice. Ce brin d'ADN matrice, c'est le brin 3', 5'. Donc ici, vous imaginez votre séquence d'ADN. Vous avez un brin 5', 3', donc qui va dans ce sens-là, et un brin 3', 5' qui va dans ce sens-là. Les deux brins étant complémentaires l'un avec l'autre et antiparallèles puisqu'ils ne sont pas dans le même sens. On va définir donc ce premier brin comme étant le brin ADN codant, et ce brin-ci, complémentaire et antiparallèle de l'autre, comme étant donc le brin ADN matrice ou non codant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la synthèse de l'ARN va se faire à partir de ce brin matrice ou non codant par complémentarité et antiparallélisme. Donc, si on utilise les mots de vocabulaire, vous aurez votre ARN qui va toujours être synthétisé dans le sens 5', 3'. Donc là, il va dans ce sens-là. Il sera complémentaire et antiparallèle de ce brin-là, du brin matrice, et il sera donc homologue et parallèle au brin codant. Donc homologue, ça veut dire que c'est les mêmes bases. Parallèle, c'est dans le même sens, 5', 3'. Quand on parle de complémentarité, c'est que c'est des bases inverses. Donc en gros, quand je vais vouloir synthétiser mon brin d'ARN dans le sens 5', 3', je vais être en complémentarité avec le brin matrice, antiparallèle, mais je vais être homologue au brin ADN codant. Et donc, en fait, je vais répéter cette séquence-là, je vais la répéter puisqu'on est dans l'homologie, mais je vais changer les T en U, puisque vous savez que l'uracile, on ne le trouve que dans l'ARN, et la thymine, on ne la trouve que dans l'ADN. Donc, ici, c'est ce qu'on vous explique. Hop. En fait, on vous donne par exemple là une séquence d'ADN. Vous avez ici le brin codant, 5', 3', le brin matrice, 3', 5'.
vous devez synthétiser un ARN, donc toujours, je vous ai dit dans le sens 5', 3'. Cet ARN sera complémentaire antiparallèle du brin matrice, homologue parallèle du brin codant. Donc tout simplement, vous allez prendre le brin codant et vous allez changer les T par les U. Et en fait, ça va donner ça. Donc voilà, c'est un exemple pour vous aider à bien visualiser. Donc les étapes de la transcription. Alors pour faire une transcription, il faut décompacter l'ADN. Donc en fait, il faut imaginer que l'ADN, ce sont des longues et longues molécules. On en a vraiment beaucoup, puisqu'on vous a dit que dans le génome haploïde, on en trouvait 3,2 fois 10 puissance 9, donc c'est vraiment quelque chose de dense. Et en fait, tout ça, c'est regroupé dans les chromosomes. Et il faut imaginer que l'ADN, c'est comme une pelote de laine, et le but, ça va être de décompacter avant la transcription, parce que l'enzyme qui va transcrire, c'est-à-dire l'enzyme qui va copier le brin codant, elle a besoin que tout soit en ligne et que tout soit démêlé pour pouvoir agir. C'est ce qu'on va voir dans un schéma. Et pour ça, ça demande donc une décompaction de l'ADN. Ensuite, on va avoir la fixation de l'enzyme qui nous intéresse, donc c'est l'ARN polymérase. Cette enzyme, elle va se fixer sur l'ADN et elle va transcrire l'ARN. Donc en gros, c'est elle qui fait toute l'étape de la transcription. Elle va ouvrir l'ADN, donc essayer de démêler tout ça, et créer une bulle de transcription. En gros, c'est son espace de travail. Elle va synthétiser l'ARNM, donc on parle d'ARN messager puisqu'on est dans le but d'obtenir une protéine. Et elle va aussi opérer la fin de la transcription et le décrochage de l'ARN polymérase. Donc là, en gros, vous avez un schéma, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. Vous avez ici le brin codant, le brin matrice. La transcription consiste du coup à copier le brin codant en transformant les T en U. Et on le verra plus tard, les zones, donc GU, AG, on verra plus tard. Donc, pour être schématique, vous avez donc les deux brins d'ADN bicaténaire, l'ARN polymérase 2 qui est l'enzyme qui fait la transcription, l'ARNM synthétisé. Le but déjà, ça va être, si ça marche, voilà, de séparer les deux brins, de décompacter pour que l'ARN polymérase elle puisse passer tranquillement et que ça se fasse du mieux possible. Voilà, donc là vous avez une représentation de la bulle de transcription. Donc voilà, on démêle pour avancer et pour synthétiser de 5' en 3' notre ARN messager. Donc on a dit que la première étape pour passer d'ADN à protéine, c'était la transcription. La deuxième étape, c'est la maturation. Donc la maturation, elle va elle-même être subdivisée en 4 étapes, dont la première étape est le capping. Hop. Donc le capping, c'est quoi? C'est la fixation sur l'extrémité 5' de l'ARN messager, donc au tout début de l'ARN messager, fixation d'une guanosine méthylée en 7. Donc en gros, c'est fixation d'un groupement méthyle sur cette base guanosine, tout au bout de l'extrémité 5' de l'ARNM. Et donc c'est le tout premier événement de la maturation des ARN messagers à la sortie de la transcription, même si ça peut arriver de manière concomitante avec la transcription. La réaction, elle est réalisée donc par une enzyme qui s'appelle la guanylyltransférase, donc qui va transférer le résidu méthyle sur une guanosine, et on obtient la forme M7-GPPPGP. Donc schématiquement ici, vous avez ce qui se passe. En gros, vous avez ici l'extrémité 5' de l'ARN messager. Ici, donc on est un petit peu plus bas. Et vous avez les deux derniers nucléotides avec la base 2. Vous avez ici donc le sucre. Et là, vous avez le groupement phosphate. Ensuite, vous avez le tout dernier sucre, la toute dernière base, le groupement donc triphosphate, avec la guanosine qui est méthylée en 7, puisque vous voyez ici le groupement méthyle. Et cette forme de M7-GPPGP, c'est donc ici le M c'est pour méthyle, le 7 c'est pour la position à laquelle on va méthyler. Le GPPP, c'est ici, donc c'est une base G, j'ai 3 phosphates. Ici j'ai une base G et j'ai un phosphate. Bon, pour GPPP-GP. La deuxième étape de la maturation, c'est la polyadénylation de l'extrémité 3' des ARNM. Donc là, on se trouve complètement de l'autre côté de l'ARNM à la toute fin. Hop. Donc ça correspond à la fixation d'une séquence d'à peu près 250 A à l'extrémité 3' de l'ARNM. Un signal de polyadénylation
AAUAAA est située dans la partie 3' non traduite de l'ARN messager. Donc la partie 3' non traduite, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de savoir à peu près où on se situe. On se situe vraiment à l'extrémité 3', et vous savez que toute la séquence d'ARNM ne sera pas traduite. On aura un bout à l'extrémité 3' qui sera non traduit, et à partir du moment où on a ce signal AAUAA, on va avoir une enzyme qui s'appelle la poly-A polymérase, ou PAP, qui va fixer les 250A. Et cette polyadénylation, c'est un mécanisme qui va protéger les ARNM de la dégradation. Donc ici, vous avez ce qui se passe. Ici, donc, vous avez l'ARNM, on est en 5' ici et en 3' ici. Vous avez la traduction qui va s'arrêter au codon UAG. Donc ici, vous allez avoir la zone, donc là, le codon stop, et la zone 3' non traduite. Donc on est vraiment à l'extrémité et la toute fin de l'ARNM qui ne va pas servir à la traduction. Vous avez un signal AAUAAA qui va appeler l'enzyme poly-A polymérase, et cette enzyme va coller les 250 à peu près A qui va former cette queue poly-A. Donc voilà, deuxième étape de la maturation. Troisième étape de la maturation, c'est la fixation de la protéine sur la zone 3' de l'ARN messager. Donc on est toujours au même endroit. Hop. Dès le début de la synthèse de la queue poly-A, des protéines spéciales qui sont appelées les PBP pour poly-A binding protein vont venir se fixer sur cette séquence, et leur but, c'est d'augmenter la durée de vie et le niveau de traduction de cet ARNM. Donc même chose que tout à l'heure, ici on a le codon stop, on a fini la traduction, on a ce signal de polyadénylation AAUAA qui va appeler la poly-A polymérase. Cette poly-A polymérase va nous synthétiser les 250A, et on a une fixation de plein de PBP qui vont servir du coup à augmenter la durée de vie et le niveau de traduction. Et dernière étape de la maturation, ça s'appelle l'épissage. Hop. Donc, les gènes des eucaryotes possèdent des séquences codantes qui sont appelées les exons et des séquences non codantes qui sont appelées les introns. Le but, ça va être de virer les séquences non codantes parce que ce qu'on veut, c'est traduire. Et tout ce qui est donc non traductible et qui ne va pas servir à produire du coup la protéine, on s'en fiche. Du coup, on va essayer de les virer. Ça s'appelle l'excision des zones non codantes, afin de garder uniquement les zones codantes, les exons. Pour ça, on a 3 zones essentielles à la réalisation de l'épissage, ce qu'on appelle un site donneur GU, un site de branchement A et un site accepteur AG. Donc ici, vous avez un exemple. On a une séquence donc d'ARN 5', 3'. On a donc ici la fin d'un exon 1, qui est donc une séquence codante. Tout ça qui est un intron, donc on a envie de l'enlever. Et l'exon 2, c'est du coup ce qu'il y a à l'autre bout. Le but, ça va être de repérer sur la séquence un site donneur GU, un site de branchement A et un site accepteur AG. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et raccorder les 2 morceaux pour coller l'exon 1 à l'exon 2. Et là, vous voyez que l'intron n'est plus présent. Donc ça s'appelle l'épissage. Donc là, c'est pour vous montrer que ici, on a un ARN, on a les introns. Donc le but, la dernière étape de la maturation, ça va être de virer ces zones introniques, de coller les exons 1, 2 et 3. Et pour ça, on arrive à un ARN mature qui a donc son capping, sa guanosine méthylée en 7 sur sa zone 5', sa queue poly-A qui est stabilisée par les protéines PBP, et on va pouvoir traduire. Donc la dernière étape, on a dit que la première étape c'était la transcription, deuxième étape maturation, et enfin la dernière étape, la traduction, passer d'un ARNM mature à une protéine. Donc, hop, la traduction, c'est le phénomène qui permet la synthèse de protéines à partir d'ARNM matures. Chaque acide aminé est codé par une association de 3 bases qui est détectée par les ribosomes. On vous précise que la synthèse d'une protéine commence par son extrémité N-terminale et donc finit par son extrémité C-terminale. Donc, vous savez qu'une protéine, c'est donc un enchaînement d'acides aminés. Ces acides aminés sont codés par 3 bases qui forment un codon. Par exemple, on va prendre ici, vous avez UCC, ces 3 bases, qui vont former le codon qui est spécifique à la sérine. Donc quand on va traduire, on va prendre 3 par 3 les bases,
Et si je trouve une base UCC, donc du coup je mets sérine. Et ça va me donner une suite d'acides aminés de type sérine, proline, thréonine, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le premier codon, c'est toujours AUG. Donc en fait, on va commencer la traduction dès qu'on trouve dans la séquence A, U et G. Et en fait, ce premier codon code toujours pour une méthionine. Donc ça veut dire que toutes les protéines qui sont synthétisées à partir d'un ARN messager vont commencer par l'acide aminé méthionine. Comment on va savoir où s'arrête la traduction? Elle va s'arrêter à ce qu'on appelle donc un codon stop. Et on en a 3 qu'il faut connaître: UAG, UAA et UGA. Donc dès que vous voyez AUG, ça veut dire qu'on commence. Dès que vous voyez UAG, UAA et UGA, ça veut dire qu'on finit. Je vais juste préciser un truc. Ce tableau-là, ça s'appelle le code génétique et il est absolument pas à connaître, c'est-à-dire qu'on va vous le donner si jamais. Donc ne commencez pas à paniquer, il ne faut pas l'apprendre, je vous rassure. Donc voilà. Donc pour résumer, on peut dire qu'il y a 3 étapes pour passer de l'ADN à la protéine. On a dit la transcription qui passait d'ADN à ARN messager, la maturation avec capping, je fixe ma queue poly A, je fixe mes protéines PBP et j'épice. Et enfin, j'ai ma traduction qui me passe donc d'un ARN messager mature à une protéine. Et voilà, je pense que c'est fini. Non, juste, voilà, les protéines, elles doivent être maturées après leur traduction pour être totalement actives. C'est ce qu'on vous met là. Donc après la traduction, vous avez votre protéine et on va avoir des phénomènes de maturation que vous allez voir en détail dans vos cours qui vont permettre à la protéine d'être mature et donc d'être active et fonctionnelle. Voilà, c'est bon. Du coup, j'espère que cette séance a été claire pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra soit sur le chat, soit sur le forum. Donc voilà, on va se retrouver vendredi pour la deuxième partie de la biologie moléculaire. Donc en attendant, je vous dis bon courage, je vous fais des bisous et voilà.